Malnutrition sévère au Tchad. Selon l'ONG Alima, les enfants malnutris ont atteint un nombre alarmant dans le pays. Jour J pour le second tour de la présidentielle malienne, plus de 30 000 hommes sont déployés pour sécuriser les bureaux de vote. Puis visite de leaders panafricains en Côte d'Ivoire, une initiative du Parti Démocratie pour la liberté et la cohésion de jeunes. Les enfants tchadiens souffrant de malnutrition sévère ont atteint un nombre alarmant dans les établissements hospitaliers d'Injamena, selon l'ONG Alima, entendue Alliance pour l'action médicale internationale. Selon le docteur Moumouni Kenda, responsable d'Alima au Tchad, la diminution de la production agricole dans la région du Sahel a entraîné une augmentation du nombre de personnes qui migrent des zones rurales vers les zones urbaines où elles vivent dans des conditions précaires. Médecins sans frontières a décidé, en partenariat avec le ministère de la Santé tchadien, d'ouvrir dès jeudi à N'Djamena une unité nutritionnelle hospitalière d'une capacité initiale de 50 lits selon un communiqué. L'ONG prévoit également de développer plusieurs centres nutritionnels ambulatoires dans la capitale afin que les enfants puissent suivre le traitement à domicile et bénéficier d'un suivi adapté. Amnesty International avait fait état dans un rapport publié mi-juillet d'une baisse du budget de la santé au Tchad, affirmant qu'entre 2013 et 2017, il avait diminué de moitié, entraînant notamment des pénuries de médicaments. « 6 000 hommes supplémentaires seront déployés sur l'ensemble du territoire, indique le ministère de la Défense, en plus des 30 000 déjà mobilisés pour le premier tour. Ce dispositif reste composé de policiers, gendarmes et militaires maliens, des membres des groupes armés impliqués dans l'accord de paix d'Alger et forces étrangères participent aussi à la sécurisation. Des survols aériens de l'armée de l'air sont également prévus si les conditions climatiques nous le permettent, explique un conseiller du ministre de la Défense. L'objectif est de faire baisser ce chiffre de 871 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir il y a 15 jours, car malgré cette mobilisation des forces de sécurité, une série d'attaques ont été signalées pendant le premier tour, essentiellement au centre du pays, dans la région de Mopti. Dans cette zone où prolifèrent des groupes armés terroristes, du matériel électoral avait été brûlé ou volé, des agents électoraux menacés ou violemment molestés. Au nord également, dans la région de Tombouctou, plus d'une cinquantaine de bureaux n'ont pas pu ouvrir selon le ministère de l'administration du territoire. Face à tout ceci, certains au Mali auraient aimé voir la CEDEAO participer à la sécurisation des zones du centre du pays, notamment à l'occasion de ce second tour. Mais pour Abdou Cheaka Touré, représentant spécial de la CEDEAO au Mali, il est impossible de répondre à cet appel. La sécurisation des opérations électorales relevant de la compétence exclusive du Mali. Mais il se veut confiant pour le second tour. Dans ce qui s'apparente à la revanche de 2013, Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, qui brille à 73 ans un second mandat, sera donc une nouvelle fois défié par Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans. Convaincu d'être sur orbite, le chef de l'État promet de consolider les acquis, amplifier les réussites et corriger les manques au cours des 5 prochaines années. Le revenu par habitant a reculé depuis 2014 selon la Banque mondiale et quelques 47% des 18 millions de Maliens vivent sous le seuil de pauvreté, même si le Mali est redevenu en 2007-2018 le premier producteur de coton africain et qu'il enregistre un taux de croissance supérieur à 5% depuis plusieurs années. Soumaïla Cissé semble pour sa part à la peine, mais il n'a pas renoncé. Alors qu'il avait réussi à rassembler la plupart des opposants pour dénoncer le hold-up électoral du premier tour, ce front démocratique ne s'est pas mué en soutien à sa candidature. De manière significative, les candidats arrivés aux 3e et 4e places, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, ont refusé de donner des consignes de vote.
Je suis convaincu de pouvoir renverser la tendance, a-t-il toutefois dit à RFI, affirmant ne pas s'inquiéter de son retard car ce sont des points de fraude, conclut-il. Les deux leaders politiques se sont entretenus au domicile de Henri Konan Bédié à Abidjan et ont fait ces déclarations devant les médias au lendemain de la rupture du PDCI avec son allié, le Rassemblement des Républicains, RDR, du président Alassane Ouattara. Cette rupture marque la fin de la coalition au pouvoir, RDR-PDCI, qui a gouverné la Côte d'Ivoire depuis 2010 et entraîne une recomposition du jeu politique également nourrie par l'amnistie et la libération mercredi de Simone Gbagbo et des principaux cadres de l'autre faction du FPI, pro-Laurent Gbagbo. Rien ne s'oppose à ce qu'une plateforme comportant toutes les forces vives de la nation, dont les partis politiques, le PDCI et le FPI, se retrouvent ensemble, a déclaré l'ancien président Bédié qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Il était important que nous venions rencontrer le doyen de la politique ivoirienne pour réaffirmer notre disponibilité à prendre toute notre part dans la constitution de cette nouvelle plateforme et marquer notre disponibilité à envisager toutes les possibilités d'alliance dans le cadre des élections locales pour fonder un nouvel avenir, a déclaré Affi N'Guessan, ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, au début des années 2000. Jeudi, après l'annonce de la rupture de la coalition, un porte-parole du FPI pro-Gbagbo, César Etou, avait déclaré que son parti n'était pas fermé à un rapprochement avec le PDCI. Les prochaines élections municipales et régionales couplées sont prévues le 13 octobre et l'élection présidentielle qui focalise déjà toute la classe politique ivoirienne en 2020. Ananié Rabié Bienji, venu du Cameroun accompagné de son épouse, séjourne dans le village de Pogrebré, village natal de Charles Blé Goudé, détenu dans les prisons de la Haye et poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, après la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois que je découvre son village. J'étais déjà venu par ici avec Charles Blé Goudé. C'est un plaisir de revenir. À l'époque, Blé Serge était âgé de 7 ans quand Charles Blé Goudé fut arrêté puis transféré à la Haye. Aujourd'hui, ce petit garçon a 14 ans. Papa, ne perds pas espoir. Nous sommes avec toi. Et quand tu sortiras, nous organiserons une grande fête pour t'accueillir. Sur invitation du Wani Blé Richard, président de Démocratie pour la Liberté et la Cohésion, de jeunes leaders panafricains, originaires du Tchad, du Ghana, de l'Afrique du Sud et du Cameroun, inaugure à Pogrebré de nouvelles pistes pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, dans l'éventualité d'une probable libération de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, encore détenus dans la prison de la Haye. Ici, très bientôt, nous allons retrouver Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, ici en Côte d'Ivoire, et vous allez voir la rue, c'est-à-dire le boulevard qui part de l'aéroport jusqu'au plateau, ne sera même pas suffisante même pour qu'on puisse les accueillir. Après l'amnistie accordée par Alassane Ouattara à Simone Gbagbo, inculpé par les tribunaux ivoiriens pour atteinte à la sûreté de l'État, ici à Pogrebré, l'on retient son souffle devant le spectacle qui se joue à la Haye. Nous nous reposerons quand ce pays sera libre, a affirmé Jameson Timba, ancien député, membre de la délégation qui a déposé le recours à la cour où un étrange balai d'hommes en costume portant des caisses de dossiers a duré plusieurs minutes. Le scrutin, le premier depuis la chute du leader historique Robert Mugabe, a été remporté par Emmerson Mnangagwa avec 50,8% devant le leader du mouvement pour le changement démocratique MDC, Nelson Chamisa, 44,3%. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher. En attendant, l'investiture du président a été repoussée à une date ultérieure. Le pouvoir avait prévu une investiture dimanche et avait déjà invité des chefs d'État et diplomates qui avaient inscrit l'événement à leur agenda officiel. Le président Mnangagwa se montre confiant, répétant que l'élection a été juste et transparente. Son camp accuse les opposants d'être mauvais joueurs, mais Tabani Mpofu, avocat du MDC, s'est montré lui aussi optimiste à la sortie de la cour. Il a indiqué que son équipe avait notamment découvert des formulaires où on voit que les résultats ont été effacés.
La plupart des observateurs sont toutefois plutôt sceptiques quant aux chances de l'opposition d'obtenir satisfaction devant les tribunaux. Dans un communiqué comme jeudi, les missions diplomatiques de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Australie et du Canada s'étaient dites profondément inquiètes des informations incessantes reçues selon lesquelles des membres de l'opposition sont visés par les forces de sécurité. Deux requêtes ont été déposées au bureau du président du Conseil d'État jeudi avant la clôture du dépôt des candidatures à la CENI. Moïse Katumbi a été empêché par les autorités congolaises. Nous avons saisi le Conseil d'État afin d'obtenir la levée immédiate de cette mesure irrégulière, a déclaré aux médias Deli Sisanga, secrétaire général de la plateforme électorale Pro-Katumbi. Ensemble, les Pro-Katumbi souhaitent que le juge demande à la commission électorale de pouvoir ouvrir la réception de la candidature de Moïse Katumbi pour l'élection présidentielle, a-t-il précisé. Alors qu'il se trouve toujours en Zambie, d'après ses partisans, ceux-ci continuent d'accuser l'État congolais de voie de fait pour l'empêcher de revenir au Congo, ce que le gouvernement dément formellement. Lambert Mende, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, affirme au contraire que M. Katumbi a raconté des histoires. Le haute juridiction du pays, le Conseil d'État, a été mis en place récemment par le président Joseph Kabila. Pour Deli Sisanga, cette institution, et c'est une première, qui a été créée pour mettre fin à l'abus des autorités publiques, est en position de s'illustrer comme étant le rempart pour les libertés publiques et le garant de l'état de droit dans notre pays. L'élection présidentielle est prévue le 23 décembre pour désigner le successeur du président Kabila qui ne se représente pas. Ex-allié du président, Moïse Katumbi est passé à l'opposition en 2015 et a quitté la RDC en mai 2016. Il a été condamné à 3 ans de prison en son absence dans une affaire de spoliation immobilière qu'il conteste. Selon un nouveau bilan publié ce vendredi par le ministère de la Santé, la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 10 morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires congolaises ont également annoncé que les causes du décès de 27 autres personnes font l'objet de vérifications pour déterminer si elles ont été atteintes par le virus Ebola. La 10e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a été déclarée le 1er août dernier dans les environs de la ville de Beni, située dans l'est du pays. Une vaccination ciblée a débuté mercredi dans cette zone touchée et pendant ce temps, des dispositions ont été prises à Goma pour aider les responsables sanitaires locaux à mettre en place un plan au cas où Ebola atteindrait cette ville à la frontière du Rwanda. Une unité d'isolation transitoire a été mise en place à l'hôpital de Goma. Selon le ministère de la Santé, les agents de l'hygiène ont commencé à être déployés aux différents points d'entrée de la ville et ses habitants sont sensibilisés aux méthodes de prévention contre Ebola.